Salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle, mais la fin de saison est relativement intéressante pour les Canadiens et la dernière semaine en a été une absolument spectaculaire. Bien hâte qu'on puisse en parler. Beaucoup d'actualités de tennis canadien cette semaine parce qu'il y a des résultats et on va parler également de la Coupe Davis, de la Billie Jean King qui s'en vient. On n'exclura pas non plus les finales de la WTA, on va en parler. Mais d'abord et avant tout, je salue mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Charlotte Robillard-Minette, comment te portes-tu? Comment vas-tu en direct des bureaux de Tennis Montréal? Oui, exact. J'ai fait le saut ce matin entre... il y a un petit couloir qui sépare les bureaux de Tennis Canada et ceux de Tennis Montréal et j'ai voulu venir faire un tour ici ce matin aux côtés de Hugues. Donc, me voici, vous me voyez pour ceux qui sont sur YouTube. Mais ça va bien, il fait beau aujourd'hui, il fait un petit peu plus froid, donc on oublie peut-être jouer dehors encore. Je pense que c'est terminé, ça va passer à l'intérieur maintenant officiellement, mais sinon, tout va bien. Je travaille pas cette semaine avec justement les finales de la Coupe Billie Jean King, mais très hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Mais tu dis ça, mais en même temps, Charlotte, moi, tu me diras si je me trompe, mais j'ai des souvenirs de toi là, de jouer sur la glace. Il me semble que j'ai vu une vidéo passer de ça il y a quelques années. Là. Fait que toi, la température froide, ça te fait pas peur pour jouer au tennis? Je suis pas sûre que c'était moi, parce que si c'était moi, je pense que je me serais blessée plus qu'autre chose. C'était pas ma part en bataille, c'était peut-être Valérie. Dans mon souvenir, c'était toi, mais peut-être que je confonds mes souvenirs de tennis. Cela dit, Hugues, je me retourne vers toi. Comment vas-tu? Comment te portes-tu, toi aussi, en direct des studios de Tennis Montréal? Des bureaux de Tennis Montréal. Salut, ça va? Bien, écoute, on va continuer sur le sujet du tennis intérieur aujourd'hui parce que non seulement on joue à l'intérieur en ce moment, et bien qu'il reste des filets dans quelques endroits, le Stade IGA, by the way, a toujours quelques terrains extérieurs. Là, c'est pour ceux qui ont de la difficulté à trouver des terrains en ce moment, c'est encore jouable. Mais les succès canadiens en ce moment, 4 titres la semaine dernière. Je pense que c'est la première fois de l'histoire du tennis canadien. On va parler plus en détail, mais tous à l'intérieur. La Coupe Davis, la Billie Jean King Cup qui s'en viennent, les finales de l'ATP, finales de la WTA qui sont terminées maintenant. Mais c'est une saison qui nous va bien, je pense, aux Canadiens, la saison intérieure. Puis on va en parler un petit peu plus. Là. Puis moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour les finales des Coupes par nation là, qui s'en viennent à Malaga la semaine prochaine. Eh ben, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'effectivement, les dernières années te donnent raison d'un point de vue statistique. Rappelons-nous la séquence phénoménale de Félix Auger-Aliassime il y a quelques années. C'était à l'intérieur également. Et c'est un sujet qui est revenu assez régulièrement là, au podcast. On en a parlé. Vous en avez parlé, toi et Charlotte, avec Guillaume Marx, qu'on recevra un peu plus tard dans l'émission. On va faire écouter l'entrevue. Il y aura Valérie Tétrault également qui va venir faire un petit tour dans une entrevue qu'on a enregistrée la semaine passée où on a parlé de la Billie Jean King Cup et de la Davis. Je disais qu'il y a beaucoup d'actualités du tennis canadien, mais c'est notre traditionnelle chronique d'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant. D'ailleurs, dans notre revue de fin d'année, vous aurez droit à un bloc avec Mike Gasol qui est venu nous visiter. On a déjà commencé à enregistrer des éléments pour la fin de l'année. Puis, on va continuer de le faire. Hein. Il y a Drummondville qui est cette semaine. Je vais essayer d'aller faire peut-être de faire des entrevues pour rencontrer nos joueurs canadiens là, en prévision de cette émission-là. C'est toujours un gros épisode hein, qu'on fait. L'année passée, on avait un méchant line-up, comme on dit. On va essayer de répéter le coup cette année. On a déjà commencé à enregistrer ça. Puis, on est toujours bien content, bien fiers de cet épisode-là. Puis, ça marquera peut-être la fin d'une saison parce que je pense que 2025 va être très, très, très différent pour le podcast sur la ligne. Enfin, vous verrez par vous-même l'année prochaine. Je disais que c'était une grosse semaine pour les Canadiens. Je pense qu'on va gagner. On va commencer avec le tournoi le plus important du côté canadien, les finales de la WTA, alors que Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe ont remporté les finales de la WTA. Charlotte, je commence avec toi. C'est absolument phénoménal. C'est énorme ce qu'ils ont réussi à faire, les deux Canadiens. Oui, effectivement. Ben, en fait, Gabriela, qui est canadienne maintenant, Erin elle représente en fait la Nouvelle-Zélande, mais elle a grandi au Canada, en Ontario, puis elle s'est même entraînée ici au Centre national à Montréal.
Donc, vraiment été dans nos programmes avant d'aller à Alabama, à l'université. C'est vraiment un résultat incroyable pour les deux jeunes femmes là, qui sont vraiment impressionnantes. Je pense qu'ensemble, elles ont une belle complicité, puis elles sont très complémentaires. Ils ont l'air aussi d'avoir beaucoup de plaisir. Ils l'ont mentionné beaucoup cette semaine, même à la cérémonie. Lorsqu'elle a reçu son trophée, Gabriella elle disait que est très reconnaissante pour Erin parce que Erin la balance, l'équilibre un petit peu à l'extérieur du terrain. Elle rit beaucoup, elles ont du plaisir, son équipe est agréable, sont très inclusifs aussi avec elle, l'accueillent bien. Donc, je pense que de tous les côtés, que ce soit sur le terrain, mais aussi à l'extérieur, elles sont bien ensemble. Puis, ça fait pas si longtemps non plus qu'elles ont commencé à jouer en duo, puis on voit vraiment des résultats impressionnants. C'est la première Canadienne à gagner le titre au final de la WTA, donc vraiment, elle rentre dans l'histoire, puis je pense qu'elle fait de manière vraiment impressionnante, mais en même temps, ça me surprend pas parce que Gabriella a tellement eu des bons résultats dans les dernières années en double. Elle est vraiment au top depuis longtemps, puis je pense que c'est très bien mérité. Puis elle peut vraiment se placer comme une des meilleures joueuses de double de notre génération, de sa génération. Puis elle y reste. Donc, je trouve ça vraiment positif pour la suite. Ben, les résultats sont là pour appuyer ce que tu dis, Charlotte. Ça, c'est absolument certain. Hugues, je te laisse ajouter sur la question parce qu'effectivement, c'est phénoménal. Là. Elles étaient championnes du US Open et les finales de la WTA, ben, c'est les meilleurs des meilleurs contre les meilleurs à chaque fois. C'est bon, sans avoir peut-être le prestige des grands chelems, c'est peut-être plus compliqué à gagner que les grands chelems parce que tu n'as pas de tour facile. Tu as toujours des joueurs élites devant toi. Alors, c'est absolument phénoménal de gagner ça. Ouais, c'est un titre très, très important. Je ne sais pas où elles vont le placer par rapport à leur titre du US Open, mais ça complète une année aussi vraiment intéressante pour Gabi Dabrowski, qui a une médaille de bronze, oublions-le pas, aux Olympiques cet été à Paris. Donc, Routliffe et Dabrowski se retrouvent deuxième et troisième au classement du double. C'est Siniakova qui reste première encore, mais comme équipe, c'est la meilleure équipe en ce moment au monde, clairement. C'est une victoire vraiment, vraiment importante. Puis c'est un tournoi extrêmement prestigieux. Première présentation à Riyad aussi, on va en reparler un peu plus tard du côté féminin avec Coco Gauff qui a gagné. Mais c'est un nouveau jalon dans l'histoire du tennis canadien qui a été posé là, par l'équipe Routliffe et Dabrowski. Et même si Routliffe, comme tu l'as dit, joue sous le drapeau de la Nouvelle-Zélande maintenant, bon, elle a passé beaucoup de temps ici. Son chum est canadien aussi. Elle est un peu canadienne. Là, elle s'est beaucoup développée ici. Donc, on a une victoire canadienne dans ce tournoi important. Ouais, est-ce que c'est... Est-ce que tu connais des couples que je ne connais pas, Hugues? Oui, je t'en parlerai après le podcast. Là, attends, la rubrique, ça me parle. Et people. Je savais pas qu'on avait son Noël. C'est une vue de l'intérieur, le podcast. C'est vraiment une vue de l'intérieur. Ben, tant mieux, Colin, si on est capable d'avoir autant de inside access comme on dit, du côté du podcast Sur la ligne. Et pour ceux que ça intéresse, là, les champions invaincus, comme ça a été le cas pour Gabriella Dabrowski et Erin Routliffe, mettent la main sur 1,25 million de dollars. Alors, c'était le bon côté de la chose, exact. Ouais. C'est incroyable. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette victoire-là. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du double. Mais il faut que cette victoire-là s'inscrive parmi les plus grandes victoires de l'histoire du tennis canadien. C'est assurément dans la même catégorie que des doubles de Sébastien Larreau et de Daniel Nestor aux Olympiques, de Pospisil et Jack Sock, bon, là, c'était pas une part canadienne complètement, là, à Wimbledon. Bon, c'est au même type que. C'est dans la même catégorie que Bianca Andreescu qui gagne un grand chelem. Évidemment, le double est peut-être un peu moins prestigieux, mais en termes de victoire tennistique, ça s'inscrit certainement dans ce genre de victoire-là. Quand on regarde qui était là dans ce tournoi-là, il y a des paires de doubles absolument phénoménales, dont celle qui a été battue en double entre Siniakova et Townsend, et Siniakova qui va s'inscrire peut-être comme une des meilleures joueuses de double de l'histoire purement et simplement. Elle est toujours numéro un. Elle est toujours numéro un. Et Taylor Townsend, c'est vraiment pas une mauvaise joueuse de double. D'ailleurs, on l'a vu avec Leila Fernandez. Alors,
c'est une grande victoire canadienne et ce sera probablement mon plus grand moment de l'année, moi, au niveau du tennis canadien. Quand on fera le bilan de fin d'année, je vois pas qu'est-ce qui peut supplanter ça. Ben franchement, là, c'est quand même absolument phénoménal. On va y revenir du côté des finales de la WTA parce que je veux qu'on continue du côté canadien avant d'embarquer sur ce qui s'est passé du côté du simple, parce que, ben, Colin, on parlait de la progression de Denis Shapovalov dans les dernières semaines. En fait, on en a parlé dans les derniers mois, qu'on disait, bon, c'est quand même pas si mal, ça progresse. Il y a des choses positives dans le cas de Denis. Et là, bang! Titre remporté à Belgrade. Hugues, je commence avec toi. Commentaire sur cette belle victoire de Denis Shapovalov en fin de saison. Super belle victoire. C'est son premier titre depuis qu'il avait gagné à Stockholm, à l'intérieur aussi, je le répète. Donc, belle victoire pour Denis. Il reçoit le trophée des mains de Novak Djokovic. Donc, moment spécial pour lui aussi. Il était très, très content. Il a fait une très grosse semaine. Victoire nette en finale. Et il se positionne comme le joueur numéro 1 en vue de la Coupe Davis. Donc, il va arriver, lui et Gabriel Diallo vont arriver sur un très bon momentum avec beaucoup de confiance. Et tenteront de nous faire oublier que Félix ne sera pas présent. Mais Denis, on en parlait depuis quelques semaines. On voyait qu'il progressait, il joue bien, il était constant. On voit qu'il travaille. Donc, il se passe quelque chose de vraiment intéressant avec lui en ce moment. C'est une super victoire. Oui, effectivement. Son deuxième titre en carrière pour Denis Shapovalov du côté de l'ATP. C'est un titre qui arrive au bon moment et ça le ramène dans le top 50 là, ou à peu près. Là. Il est à l'intérieur du top 60, 56e mondial. Mais après 2 saisons en dents de scie, Charlotte, c'est quand même une victoire qui arrive à point pour Denis Shapovalov. Denis a quand même passé par les qualifications, hein, je tiens à le mentionner. Il était premier favori. Donc, il était favori des qualifications, a gagné ses 2 matchs. Puis, après ça, il y a eu quand même un match difficile au premier tour contre Fucsovics. Il a gagné en 3-7. Donc, moi, comme je le disais il y a quelques semaines sur le podcast, je pense que Denis, c'est indéniable qui peut battre n'importe quel joueur à n'importe quel moment. C'était le fait de revenir après un an de blessure puis d'avoir de la difficulté à reprendre confiance et à se laisser aller complètement. Puis, moi, je croyais qu'une fois dans le top 100, il allait continuer de monter puis de prendre en confiance. Puis c'est un peu ce qu'on a vu dans ce tournoi-là. Je trouve que peut-être au début, un petit peu plus difficile, passe à travers ces matchs de qualification avec des 7-6, 6-4. Donc, quand même, il n'a pas perdu de 7, mais au premier tour, c'est un peu plus difficile. Puis après ça, des 6-2, 6-2 encore de finale, 6-2, 6-1 en demi-finale. Puis quand même... on voit qu'il prend confiance. Je pense que quand je le vois jouer, je vois vraiment le Denis d'il y a quelques années avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur, de fougue, tu sais, c'est ce qui fait que Denis est bon, puis il est capable d'aller chercher des grosses victoires, puis des grands triomphes. C'est ce côté compétiteur qu'il a en lui, puis je pense que je le revois. Donc, c'est vraiment positif comment il a pu remonter la pente, disons, après une année un peu difficile avec des blessures. Il y a quelques semaines de tout ça, il était à l'extérieur du top 100. Puis là, on le voit tranquillement dans le top 60. Donc, très contente pour Denis. Je pense que c'est une très belle progression. Il doit être fier d'être capable d'être où il est présentement, puis espérons qu'il va juste continuer à débloquer parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à offrir, puis il est capable de se retrouver encore dans le top 20, même dans le top 10 dans les prochaines années s'il continue de bien jouer comme ça. Oui, ça c'est intéressant et j'aime l'angle aussi de la Coupe Davis, vous en avez parlé avec Guillaume Marx dans l'entrevue qu'on va faire écouter dans quelques instants. Mais il reste que ça arrive vraiment au bon moment, là, ces victoires-là de Shapovalov et de Gabriela Dabrowski, notamment en prévision des compétitions par nation qui s'en viennent. C'était pas les seuls, à moins que vous vouliez ajouter autre chose, mais c'était pas les seules victoires canadiennes ce week-end, parce que Hugues, Liam Draxl, lui aussi, a remporté un titre la semaine passée.
Ouais, c'est un ITF M25 à Québec, Saint-Augustin-des-Morts. Il a battu notre Alexis Galarneau en finale, mais quand même une autre victoire pour Draxel qu'on a reçu au podcast il y a quelques semaines. Ça va très bien pour lui. Donc, belle victoire. Puis c'est quelqu'un qui progresse tranquillement après ses succès à NCAA. Ben là, il commence à aller chercher des victoires professionnelles. Là. Donc, souhaitons que ça se poursuive pour lui. Mais on voit que Liam Draxel sait comment gagner. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour la suite pour lui. Tournoi au Québec, là, par ailleurs, à Saint-Augustin-des-Morts, si vous posiez la question, c'est chez nous et les gens vont suivre avec Drummondville. Charlotte, commentaire sur cette victoire de Liam Draxel? Ouais, moi, je pense qu'il prend de l'ampleur, disons, tranquillement, Liam. Puis j'aime bien ce que je vois. Je pense qu'il y a une belle mentalité aussi. Quand on l'a reçu il y a quelques semaines sur le balado, il nous disait que pour lui, sa passion pour le tennis est plus grande que les difficultés qu'il peut rencontrer ou peut-être le fait de pas faire beaucoup d'argent puisqu'il est pas dans le top 100 encore, parce qu'on le sait que c'est difficile de faire de l'argent quand tu es à l'extérieur du top 100. Donc, on avait comme abordé la question avec lui que quand on commence sur le circuit comme ça, en sortant de l'université, on est plus jeune. Des fois, on se ramasse dans un petit tournoi, un petit pays, loin de la maison, puis c'est pas toujours facile de devoir compétitionner de la sorte, puis de pas être sur les plus grands stades, puis de pas faire d'argent. Puis il nous avait répondu que pour lui, il pense pas à ça, puis qu'il aime beaucoup trop le tennis et que c'est ça sa motivation, c'est de continuer de se réjouir à compétitionner puis à jouer des tournois. Donc, j'ai trouvé ça très inspirant parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence à long terme aussi. Il y en a qui ont beaucoup de talent puis qui peuvent bien jouer, mais c'est le style de vie aussi qui peut être un peu difficile parfois. Donc, je pense que son attitude est bonne. Il est, d'après moi, dans les prochaines années, il va représenter un des meilleurs joueurs du Canada, selon moi, là, après ceux qu'on connaît maintenant, là, évidemment, Félix, Denis, Gabriel. D'après moi, lui et Alexis vont être tout prêts. Puis je pense que Liam a des belles choses à offrir aussi. Puis j'ai bien hâte de voir à quel point il va se développer. Mais je suis très optimiste pour la suite. C'est pas facile de gagner des tournois. Puis là, on voit c'est son deuxième. Je pense qu'il avait gagné à Edmonton, si je me trompe pas, ou à Saskatoon, en tout cas. Edmonton, exact. Donc, quand même très, très bien d'être capable d'enchaîner comme ça, puis il est encore jeune. Donc, ouais, on est très fiers de nos Canadiens cette semaine, là. Puis Liam qui se ramasse, je pense, au 323e rang. Donc, quand même, à 22 ans, je trouve ça très prometteur. Et c'est pas le seul qui a remporté un tournoi Charlotte cette semaine. En fait, il y en a trois autres qui ont remporté des tournois. Et Rebecca Marino qui est allée chercher un titre dans un 125 000 ça aussi, c'est pas banal parce que, bon, Rebecca Marino connaît quand même, bon an, mal an, une bonne saison parce que c'est un 4e titre pour elle, Charlotte, cette année, professionnelle. Ouais, vraiment, Rebecca elle aussi, elle a un parcours tellement inspirant qui avait arrêté pendant 4 ans dû à des problèmes de santé mentale, puis qui est revenue il y a quelques années. Quand moi, j'étais au Centre national, elle revenait tranquillement. Donc, on a voyagé un petit peu ensemble dans ses tout débuts. Puis, c'est une joueuse, une femme très forte, très déterminée. Puis, elle est rendue quand même un petit peu plus âgée peut-être que d'autres joueuses qu'elle pourrait affronter. Puis, je trouve que elle est vraiment solide. Surtout cette année, avec 4 titres, c'est impressionnant de voir que là, elle vient de gagner justement son plus gros titre en carrière. On se rappelle, elle avait gagné sur gazon aussi un petit peu plus tôt avant Wimbledon. Puis elle a gagné un autre tournoi ici au Canada là, il y a quelques semaines. Là, le nom m'échappe, mais vraiment des bons résultats pour elle. Puis je suis fière de voir son évolution, puis de voir qu'elle se maintient quand même à un très bon niveau, là, malgré qu'elle a 33 ans. Je dis pas que 33 ans, c'est vieux, mais on le sait que maintenant, les joueuses peuvent avoir leur top niveau peut-être plus en début vingtaine. On voit des Coco Gauff, même des Bianca Andreescu qui avaient percé quand même assez jeunes. Donc, je pense que elle est proche du top 100.
Puis, je suis très contente de voir qu'elle continue d'avoir des bons résultats et d'évoluer comme ça, puis de rester motivée. Elle a quand même eu des très bonnes victoires cette semaine contre Turenko, puis contre Alicia Parks en finale, quand même assez sèchement aussi, 6-1, 6-2, je pense, en finale. Donc, elle a l'air bien. Elle était vraiment contente de sa victoire en fin de semaine aussi. Donc, encore une fois, très positif pour la Coupe Billie Jean King cette semaine. On a quand même une bonne équipe en confiance. Puis moi, je serais très à l'aise de mettre n'importe quel des trois joueuses qu'on a. Donc, très contente de voir ce qui se passe pour nos Canadiens et Canadiennes cette semaine. Pour répondre à ta question, c'était à Calgary, le 75 000 qu'elle a gagné un peu plus tôt cette année, Charlotte. Et parmi les joueuses qu'elle a battues, il y a une joueuse dont tu nous as parlé la semaine passée également, c'est Louisa Chirico qui avait joué Kayla Cross il y a 2 semaines. Alors, et tu nous avais dit que c'était une joueuse qui, en dépit de son classement, avait déjà été très bien classée, alors qu'elle l'a battue pour accéder au titre. C'est pas banal. Et oui, le top 100, ça la ramène encore une fois tout près des tableaux principaux des grands chelems. Alors, ce sera un début de saison intéressant pour Rebecca Marino. Ça, c'est certain. Alors, quelques titres professionnels, encore une fois, pour elle. Et c'est pas banal. Hugues, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe à l'entrevue? Non, vous avez pas mal fait le tour, mais encore une fois, moi, je suis étonné puis très content pour elle dans cette fin de carrière ou dernière phase de carrière. Là. Je suis prudent quand je dis ça parce qu'elle joue vraiment bien en ce moment. Elle n'a sûrement pas envie d'arrêter, mais c'est des belles victoires. Turenko, Alicia Parks, des victoires en 2-7, comme disait Charlotte. Là, elle joue vraiment bien. Puis on aura encore une fois une équipe avec beaucoup de profondeur pour la capitaine Heidi Altabach à Malaga en Billie Jean King Cup, là, parce que voilà, je pense que les filles vont arriver extrêmement motivées, puis avec beaucoup de confiance. Hein. On a une Léla qui joue bien, Bianca, Rebecca qui joue bien en ce moment, Gabi qui sort d'un titre important. L'équipe va arriver, là, évidemment, c'est acoustique. Écoute, moi, j'aime beaucoup nos chances. Je le répète, je pense qu'on est une des équipes favorites du côté féminin, assurément, pour cette Billie Jean King Cup. Puis très, très fier de Rebecca Marino. Ben, écoute, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode. En attendant, ben, vous avez fait le tour de ce qui s'est passé la semaine passée avec Guillaume Marx. Et je vous invite à écouter ça parce qu'il est toujours particulièrement intéressant. Voici le résultat de l'entrevue. Pour ce segment de Sur la ligne, on est très content de recevoir Guillaume Marx, vice-président haute performance à Tennis Canada. Salut Guillaume. Salut. On va parler évidemment de la semaine dernière qui a été exceptionnelle pour le tennis canadien avec 4 titres. Shapovalov, Gabi Dabrowski, Liam Draxel et Rebecca Marino sont sortis de leur semaine avec un trophée. On voit une belle fin de saison en ce moment, après une saison plutôt moyenne. On en a souvent parlé au podcast. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On va en parler un peu avec Guillaume. Et évidemment, on va parler de la Coupe Davis un peu qui s'en vient dans quelques jours à Malaga avec une équipe aussi, ma foi, qui a l'air très en forme. Salut Guillaume. Salut. Salut Charlotte. Allô? Donc, parlons un peu de ces victoires la semaine dernière. Je pense que c'est jamais arrivé 4 titres en une semaine. Tu me diras si je me trompe. Et parle-nous un peu de l'effet du tennis à l'intérieur. On est une nation qui joue beaucoup, évidemment, à l'intérieur en fonction des conditions climatiques. Et il semble que beaucoup de titres viennent à l'intérieur. Les 4 titres la semaine dernière dont on parlait sont venus à l'intérieur. Donc, parle-nous un peu de la fin de saison et du tennis intérieur, Guillaume. Oui, c'est sûr que les jeunes ici, ils grandissent avec tous ces mois où ça s'entraîne à l'intérieur. Peut-être que ça leur rappelle des bons souvenirs. Donc, c'est vrai qu'on est souvent fort en fin de saison. On se souvient aussi de l'enchaînement de Félix il y a 2 ans, là, qui était impressionnant sur des tournois indoor aussi. Alors, c'est sûr que c'est des choses qui nous avantagent des fois. En fin de saison, il y a tous ces événements intérieurs. Mais écoute, on va le prendre. Hein. Il y a une saison indoor, il y a une saison herbe, il y a une saison battue pour tout le monde. Ouais. Et puis, c'est vrai que chaque joueur a un peu sa saison de prédilection. Ouais. Et puis chez nous, c'est l'indoor, c'est clair. Charlotte, parle-moi un peu de tes saisons intérieures à toi. Est-ce que c'était une surface ou une condition qui te plaisait particulièrement ou ça n'avait pas d'influence sur ton jeu? Oui, je pense que, comme Guillaume a dit, on est habitué, je pense, les Canadiens et les Canadiennes à jouer beaucoup à l'intérieur. C'est sûr qu'on essaye d'aller à l'extérieur le plus rapidement possible, même quand il fait un petit peu plus froid. On se pousse à aller jouer sur le terrain extérieur parce qu'on sait que c'est important aussi d'être capable de pratiquer le plus possible dans des conditions diverses. Mais je pense que
Moi, personnellement, j'ai eu des très bons résultats aussi au Saguenay, qui était un tournoi intérieur, le Challenger Banque Nationale, où est-ce que j'avais fait des quarts de finale 3 années de suite, si je me rappelle bien. Puis j'avais eu des bonnes victoires donc contre Jessica Pegula puis contre Shahar Peer. Donc, je me sentais bien à l'intérieur. C'est sûr que ça nous rappelle un peu des souvenirs on grandit à jouer sur le Exact. terrain intérieur. C'est un peu plus rapide parfois. Puis, il y a moins de... ben, il y a pas de vent, donc il y a moins de conditions imprévisibles. Puis, je pense que ça peut nous avantager aussi de ce côté-là. Donc, on le prend, comme Guillaume le dit, chacun sa surface, ses conditions. Puis, je pense que si on était capable de prendre avantage de ça la semaine passée, par exemple, c'est juste positif. Bon, une autre situation indoor qui s'en vient, les finales de Billie Jean King Cup et les finales de la Coupe Davis qui vont se jouer à Malaga, en Espagne, en intérieur, sur une surface dure. Donc, il n'y aura pas de terre battue pour ceux qui se posent la question comme ici en Espagne. On pense souvent Espagne, terre battue. Non, ça va être une surface dure, comme on voit en ce moment sur les finales de l'ATP. Parle-nous un peu de l'état d'esprit de l'équipe. On a un Chapeau Valov en forme qui vient avec un titre qui a remporté à Belgrade la semaine dernière. Gab Diallo, il y a 2 semaines aussi au Kazakhstan. Donc, on a une équipe visiblement en forme à l'approche de cette rencontre de finale, cette ronde finale. Quart de finale contre l'Allemagne, potentielle rencontre contre l'Espagne en demi-finale. Parle-nous un peu de comment on se sent à quelques jours de la finale. Bah, je pense que tout le monde est excité. Je veux dire, avec les résultats des équipes ces dernières années, là, tout le monde est excité de jouer ce genre de phase finale, là, c'est clair. Alors, les filles sont tenantes du titre. Mhm. Je sais qu'elles sont motivées comme jamais, là, Ouais. comme jamais pour défendre leur titre. Elles sont orgueilleuses, elles ont bien raison. Donc, il faut aller là-bas. Et puis, elles ont un tour d'avance, hein. Elles ont un pré-tour, Oui. un bail au pré-tour. Donc, elles jouent en quart de finale déjà. Ça joue déjà dimanche et c'est sur le même site que les finales Oui. de Davis Cup. C'est la première fois de Oui. l'histoire. Très bonne idée en passant. Oui, donc Ouais. ça c'est intéressant à voir comment ça se passe. Ils ont dû construire un deuxième cours de match. On va voir tout ça. Et puis il y a les garçons. Les garçons, c'est sûr que, ou même dans l'ensemble, je dirais les équipes, la caractéristique ces dernières années, c'est que c'est sûr que, ou cette année, on n'a peut-être pas eu en individuel les résultats Ouais. qu'on espérait, mais en équipe, les joueurs surperforment C'est quand vrai. ils jouent en équipe. Donc, on est fiers de ça et on espère que ça va continuer. Les garçons se sont qualifiés, ont battu la Grande-Bretagne en Grande-Bretagne, après avoir battu l'Italie en Italie et Exact. l'Espagne en Espagne il y a Voilà. 2 ans. C'est vraiment des résultats. On est actuellement là, il faut qu'on réalise là, les prouesses qu'ils sont en train de faire. Et allez, aucun doute sur leur motivation en arrivant à Malaga. Il faut quand même dire qu'on y sera sans Félix, qui est notre joueur numéro 1, mais actuellement, il semble qu'avec les performances et de Denis et de Gabriel, on soit en bonne situation pour performer. Donc, ça montre un peu la profondeur au niveau de l'équipe, mais moi, je ne vois pas une équipe B, en fait. Je vois une équipe A Maintenant, aussi. oui, absolument. Maintenant, Gabriel est dans les 100 meilleurs. Il est redouté Ouais. par tout le monde. Donc, avec Denis, ça va vraiment former une bonne équipe. Ouais. Ma théorie personnelle, c'est que Denis voulait être numéro 1 Mhm. et que ça l'a quand même un peu boosté Oui, dans cette oui. fin d'année Ben, tant mieux. et pour aller chercher ce titre et finir l'année dans le top 60, alors qu'il y a 3 semaines, il était encore à peine top 100. Ouais. Vas-y, Charlotte. Ouais, ben moi, je trouve ça intéressant parce que, comme tu le disais, Guillaume, dans les dernières années, on a vraiment bien performé dans les compétitions d'équipe, puis dans les deux cas, en Coupe Davis puis en Billie Jean King Cup. Puis je trouve que c'est pas, c'est réaliste de penser qu'on pourrait recréer l'exploit, donc tant chez les gars que chez les Mm. filles. Puis ça, je trouve ça vraiment inspirant pour la suite. On voit vraiment des bons potentiels, comme on disait avec Gab Diallo, qui est vraiment en train de monter rapidement, qui fait partie du top 100 maintenant. Denis, qui a eu une super belle remontée aussi, qui est revenu d'une blessure, c'est pas toujours facile, puis qui joue quand même, qui est redouté. Les deux, je pense, peuvent battre des très, très bons joueurs sur n'importe quel jour. Puis, même chose chez les filles, je pense qu'avec Leila, puis Marina, encore une fois, qui a eu des bons résultats aussi en gagnant
WTA 125 récemment, puis qui a des belles victoires, notamment contre Ostapenko il y a quelques semaines. Donc, on voit qu'elle est capable de belles choses aussi. Là, elle l'a prouvé à maintes reprises. Donc, je pense que c'est le fun de pouvoir se projeter puis de dire qu'on l'a fait une fois, mais que c'était pas nécessairement juste le fruit du hasard, mais que ça pourrait potentiellement réarriver. Puis, je pense que ça, c'est très positif pour le tennis canadien. Absolument. Guillaume, je peux pas quand même ne pas parler de Nadal, de l'Espagne. C'est un contexte qui est particulier avec les inondations qu'ils ont eu il y a quelques semaines, avec Nadal qui tirera sa révérence lors de ses finales de Coupe Davis. On risque de rencontrer le Canada si on passe l'Allemagne en quart de finale, les Espagnols en demi-finale. Il y aura beaucoup d'émotions, l'ambiance va être folle, j'en suis convaincu, ça va être de feu. Comment on se prépare pour un contexte comme ça qui risque d'être très particulier? Comment nous, on se prépare? Oui. Ouais, je pense que c'est de l'excitation. C'est sûr Ouais. que nous, on est concentré sur la performance de nos joueurs, mais je pense qu'on va ressentir un peu le moment historique là-bas. C'est surtout ça, quoi. C'est quand même 20 ans pour les passionnés de tennis. Là, c'est une page de plus de 20 ans là, qui va se tourner. Ça va être complètement fou, d'après moi. Alors, oui, et puis le contexte, hein, il faut savoir que les finales de la Beijing King Cup ont été déplacées à cause de la sécheresse de Séville à Malaga parce qu'il y a des problèmes là-bas. Wow. Là, il y a les inondations, donc un contexte en Espagne assez tendu. Exact. Et avec une espèce de finale en apothéose là-bas pour Nadal, pour lui finir dans son pays en jouant pour son pays. Bon, on espère on verra s'il va jouer, mais je pense qu'il va quand même être sélectionné pour un match, on verra, mais c'est quand même c'est tout un symbole. Ben, Guillaume, on s'attend à toute une semaine. En fait, ça va être presque 2 semaines à Malaga. On va suivre les filles de très près et les garçons de très près aussi. On croit, nous aussi, au podcast, en nos chances d'aller chercher un titre ou pourquoi pas deux. On est vraiment, si on regarde toutes les équipes en présence, on est compétitif, on peut jouer contre n'importe qui. Donc, on a bien hâte de vous suivre en Espagne la semaine prochaine. Donc, merci de t'être rejoint à nous ce matin. Ben, merci. Merci. Merci à vous deux. Merci. Merci à Guillaume Marx et merci à vous d'avoir fait cette entrevue-là. De notre côté, on va faire une courte pause et au retour, on va revenir sur les finales de la WTA parce que il y a une championne en titre qui n'est pas à piquer les verres du tout. On en parle après la pause. Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter du festival Montréal à table au restaurant Monem. Le chef Cédric Deslandes vous a concocté un menu gourmand avec des produits locaux et de saison pour faire honneur au Québec. Réservez votre table au restaurant Monem sur Open Table. Les cartes cadeaux Montville sont toujours une bonne idée, que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir. Achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com. De retour sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Charlotte a dû nous quitter. Elle avait des obligations professionnelles. Ce sera Hugues et moi pour le restant de l'épisode. Merci une fois de plus à Guillaume Marx qui est venu vous gazer dans le premier bloc. Alex, on est toujours chanceux de recevoir Guillaume Marx. Rappelons-le, c'est le vice-président haute performance Tennis Canada. C'est lui qui est en charge du développement de toute l'élite. C'est lui qui supervise, en fait, tout ce beau monde. C'est lui qui fait le bilan en fin de saison. Et ma foi, il doit être assez content de ce qui se passe en ce moment parce que son bilan vient de s'améliorer beaucoup depuis une semaine. Et on l'a dit, il part en confiance pour Malaga. Il prendra l'avion, je pense, jeudi ou vendredi. Il s'en va là-bas. Et rappelons-le aussi, c'est quand même Guillaume qui a amené Félix Auger-Aliassime au plus haut niveau là, il y a quelques années. Donc, on est très chanceux de pouvoir parler à Guillaume régulièrement. Non, exactement. Alors, merci une fois de plus. On va revenir au tennis canadien dans le troisième bloc de l'épisode en regardant ce qui va se passer du côté de la Beijing King Cup et de la Coupe Davis rapidement. Mais je veux qu'on parle de Coco Gauff qui a remporté ses finales de la WTA. Un autre titre majeur pour une fille qui est encore tout jeune. Oui, à Riyad et surtout, Alex, un prize money de 6 millions de dollars américains pour Coco Gauff. Elle a dit, c'est beaucoup d'argent, je ne suis pas certain de ce que je vais faire avec ça encore. Et c'est une des joueuses qui a quand même exprimé son malaise de jouer là-bas. Fait que, évidemment, elle fait le tournoi et elle quitte avec quand même la bourse de la gagnante. C'est une victoire importante pour Coco Gauff. Son jeu semble vraiment être bien placé maintenant. Donc, c'est une victoire, très, très grande victoire pour Coco Gauff. Et tranquillement,
elle s'impose là aussi comme une des dauphines à Sabalenka. Swiatek, là, elle est 3e au classement en ce moment, mais c'est une joueuse là, qui est encore en grande progression, qui est encore toute jeune. Donc, super victoire là, pour Coco Gauff au final de WTA. Elle a battu Zheng en finale. Zheng, c'est quand même une autre finale d'un tournoi majeur après Melbourne au tout début de l'année, Wuhan, il n'y a pas si longtemps. Et là, une autre finale. Elle a 3 titres cette année. Bon, en dépit de ce qu'on peut penser, là, c'est quand même une des révélations sur le circuit. Zheng, elle est maintenant 5e mondiale et c'est un autre résultat spectaculaire. Pour en revenir à Coco Gauff, la seule qui l'aura battue, c'est Krejcikova dans le tournoi à la ronde. Alors, ce n'est pas un tournoi parfait pour elle, mais on sait qu'on a droit à l'erreur dans ce tournoi-là, parce que dans le tournoi à la ronde, pas à partir des demi-finales. Mais elle aura quand même battu Swiatek et Sabalenka pour remporter le tournoi. Et ça, c'est quand même pas banal, mon cher. C'est énorme, c'est énorme. Donc là, encore une fois, pour les prochaines saisons, là, elle fait partie vraiment du mix, comme on aime bien dire ici, pour tous les tournois, sur toutes les surfaces. Elle a déjà fait une finale à Roland-Garros il y a quelques années qu'elle avait perdu contre Swiatek. Donc, Coco Gauff est là. On était à la première année d'un contrat de 3 ans entre la WTA et l'Arabie Saoudite pour les finales de la WTA. Des assistances un peu décevantes en début de semaine. Bon, on sait que le tennis s'établit tranquillement là-bas. C'est une vitrine, évidemment, sportive pour l'Arabie Saoudite, avec encore des voix dissidentes pour ce tournoi-là. Mais bon, je pense que c'est là pour rester. On sait que les finales de la Next Gen auront lieu là aussi bientôt, dans quelques semaines. Mais il faut quand même en parler. Là, le tennis s'installe tranquillement là, en Arabie Saoudite. Oui, exact. Grosse victoire pour une fille qui n'a que 20 ans, Coco Gauff. C'est un autre tournoi majeur après le US Open et Cincinnati et Beijing qu'elle a remporté en termes de tournoi Masters 1000. C'est quand même pas banal le parcours qu'elle a, Coco Gauff, jusqu'à présent. 9 titres au total, dont quelques-uns qui sont absolument spectaculaires. Je pense qu'elle commence tranquillement. Ça fait déjà un petit bout qu'on l'attend, mais elle n'a encore que 20 ans. Ça fait tellement longtemps qu'elle est sur le circuit comme professionnelle. Elle était tellement jeune. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va. Jusqu'où elle va aller et est-ce qu'elle va se rendre à la lignée des grandes joueuses comme Serena Williams, comme Steffi Graf, etc. Elle a certainement le potentiel de le faire. À l'âge qu'elle a, elle pourrait dominer le tennis pour 7, 8, 9, 10 ans. Qui sait, c'est pas difficile de croire qu'elle n'est même pas à maturité encore. Ah non, c'est clair, Alex. C'est une athlète exceptionnelle. On le voit, c'est souvent son athlétisme qui lui fait gagner des points, se sortir de situations. Mais quand sa technique va être parfaitement placée, il y a encore une marge de progression. Elle est toute jeune à 20 ans, comme tu l'as dit. Donc, moi aussi, je la vois très longtemps au sommet du tennis, là, Coco Gauff. Hugues, tu voulais faire un commentaire sur les finales de l'ATP qui vont commencer. Qui sont commencées? On est un peu dans la même situation que la semaine passée où on veut pas trop en parler parce qu'on va en parler quand on aura des résultats concrets. Mais je te laisse aller rapidement. Tu vois ça comment? J'ai l'impression que on va quand même avoir tout un spectacle parce que les groupes qui sont là, Colin, en ce moment, à peu près n'importe qui pourrait gagner. Ouais, on est dans les matchs de poule en ce moment, mais déjà après 2 jours de compétition, on peut reconnaître encore une fois que les joueurs sont fatigués, qu'il peut y avoir des surprises à ce tournoi-là. C'est un Alcaraz enrhumé qui a perdu son premier match hier d'entrée contre Casper Ruud en 2-7, qui n'était pas l'ombre de lui-même dans le premier set. Medvedev qui s'est plaint contre les balles et lui aussi qui avait l'air visiblement mentalement un peu fatigué. Là. Ça n'a pas été un de ses grands matchs. Défaite contre Fritz hier. Il a quand même été chercher une victoire contre De Minaur aujourd'hui. Donc, il est de retour. Donc, ça va plutôt bien pour Medvedev après une première journée plus difficile. Mais attendons de voir comment Yannick Sinner entrera en scène. Il sera évidemment un des favoris avec Zverev qui sort du tournoi de Bercy, Paris, là, avec cette victoire en Masters 1000, mais ce tournoi est bien lancé à Turin, là, mais encore une fois, on sera pas à l'abri d'une surprise, puis c'est un tournoi qui est en demi-teinte. C'est pas tous les joueurs, je crois, qui l'abordent avec l'intention de le gagner, parce qu'il y en a qui sont juste au bout du rouleau, donc on va suivre ça de près.
Ouais. Est-ce que tu vois rapidement, là, on en parlera plus la semaine prochaine, mais est-ce que tu vois un autre champion potentiel que Yannick Sinner au moment où on se parle? Est-ce que Zverev peut venir mêler les cœurs? Alcaraz peut revenir à l'arrière et remporter ce tournoi-là en dépit d'une saison plus compliquée en fin de saison? Ben, j'ai l'impression, moi aussi, que ça va jouer entre Sinner et Zverev, là, ce tournoi-là. Alcaraz n'est pas à 100%. Puis oublions pas, ben, je pense pas qu'il va se ménager, mais il y a la Coupe Davis qui l'attend une semaine après en Espagne, dans un contexte particulier avec les inondations, dans le contexte de la retraite de Nadal. Il y aura beaucoup de pression, beaucoup d'attention sur la Coupe Davis qui se dispute à Malaga en Espagne. Donc, ça doit lui trotter dans la tête déjà aussi. Donc, Alcaraz, je le mets pas comme un des favoris pour ce tournoi-là. Il a même dit de façon, encore une fois, très, très candide, comme il fait souvent, il dit, j'ai pas l'impression que mon jeu est parfaitement placé encore en intérieur. C'est pas mon contexte préféré. Donc, à suivre, là. Mais oui, effectivement, là, pour moi, c'est Sinner et Zverev, là, qui sont les têtes d'affiche, là, qu'on peut attendre pour la finale. Du côté du double, il n'y a pas de paire canadienne et il n'y a pas de joueur de façon générale qu'on suit. Peut-être à mentionner seulement que la paire de double allemande Kravitz et Puig, ben, ils sont de ce tournoi-là et on devrait les voir contre le Canada à la Coupe Davis. Alors, c'est peut-être le seul élément à retenir de ce côté-là. Parlant de ce tournoi-là, Hugues, si tu le veux bien, on va faire une courte pause et au retour, ben, on va revenir sur la Billie Jean King Cup et la Coupe Davis. On va recevoir Valérie Tétrault qui va nous parler de ces compétitions-là également. Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter du festival Montréal à table au restaurant Monem. Le chef Cédric Deslandes vous a concocté un menu gourmand avec des produits locaux et de saison pour faire honneur au Québec. Réservez votre table au restaurant Monem sur Open Table. Les cartes cadeaux Montville sont toujours une bonne idée, que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir. Achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com. Dernier bloc de l'émission sur ces compétitions par nation qui s'en viennent. Le Canada pourrait très bien faire belle figure dans le contexte en dépit des absents majeurs. Je le rappelle, là, Bianca Andreescu ne sera pas de la Billie Jean King Cup et Félix Auger-Aliassime ne sera pas de la Coupe Davis. Mais de la façon dont les Canadiens jouent présentement, je pense qu'on peut s'attendre à des choses intéressantes. On en a parlé pas mal la semaine passée déjà, Hugues. Mais je pense qu'avec les résultats de cette semaine, c'est d'autant plus encourageant. Oui, on arrive là dans le cas des filles comme des garçons avec beaucoup de confiance et de momentum. Guillaume Marx nous a fait une remarque intéressante sur l'orgueil des filles qui sont championnes en titre et elles sont là pour ramener le titre au Canada. Donc ça, j'ai bien hâte de suivre cette équipe-là. Moi, j'adore ce mix de Leila Fernandez, Stakusik, Marino, Dabrowski. C'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, qui a beaucoup de talent, beaucoup de combinaisons qui sont possibles au niveau du double aussi. Stakusik qui reste une arme secrète parce que les joueuses ne la connaissent pas tant que ça encore, mais qu'elle commence à pointer, puis on doit commencer à parler d'elle dans les officines du tennis féminin. Mais écoute, moi, là, je les mets en haut de l'affiche. Je l'ai dit la semaine passée, je le redis, je les mets favorites, les Canadiennes, pour remporter à nouveau la Coupe Billie Jean King, même si ça sera très difficile. Ben, c'est sûr que ce sera difficile, mais je pense que on a raison d'avoir certaines attentes. Leila a connu une bonne fin de saison malgré tout. Quand tu as une des meilleures joueuses de double au monde qui vient de remporter les finales de la WTA, c'est juste dommage que Erin Routley ne fait pas le petit drapeau du Canada à côté parce qu'elle ferait certainement partie de l'équipe au moment où on se parle. Mais il reste que Leila n'est pas une mauvaise joueuse de double. Non, elle a eu des très beaux résultats, Leila, en double, effectivement. Exact. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment encourageant. Et du côté des hommes, mais comme tu le dis, je veux dire là, tu as Diallo qui arrive de performances spectaculaires dans les dernières semaines. Chapovalov arrive d'un titre. Je veux dire, en termes de sport, là, pour utiliser le cliché, on pique au bon moment. Ah, ouais. Moi, je pense que, puis je le répète, ils vont vouloir montrer Denis surtout et aussi Gabriel
qu'on peut réussir sans Félix aussi. Je pense qu'il y a plein de motivation derrière cette finale-là. Encore une fois, on le rappelle, champion 2022 de la Coupe Davis du côté masculin, le trophée par nation le plus important. Et encore une fois, bon, c'est encore plus compliqué du côté masculin. Demi-finale potentielle contre l'Espagne dans le contexte dont on a parlé. Ça va être la folie furieuse au niveau de l'ambiance là-bas. Il va y avoir beaucoup de bruit. Les gars sont habitués à ça quand même, mais là, ça va être de la vraie Coupe Davis. Tu peux être sûr que la foule va tout faire pour déranger notre équipe. Ça va être très bruyant et il y aura beaucoup d'émotions avec Nadal, évidemment. Ça va être une très belle semaine pour la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup. Très hâte de suivre ça. On a abordé en partie ces sujets-là avec Valérie Tétrault dans une entrevue qu'on a fait la semaine passée. Je t'invite à écouter ce qu'elle avait à dire sur le sujet. Bon, c'est clair que on va manquer quand même la présence de Félix Auger-Aliassime et de Bianca Andreescu. Par contre, je pense que tous les espoirs sont permis encore une fois pour nos équipes canadiennes. Ce qu'on est allé chercher dans les dernières années, ben déjà, c'est cette confiance. On sait maintenant qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, qu'on est capable d'être champion du monde. Et ça, ce n'est pas peu lorsqu'on arrive sur le terrain. On sait aussi qu'on a un peu plus de profondeur et qu'on a des joueurs en Marina Stakusic, par exemple, en Gabriel Diallo, qui, même s'ils n'ont pas été appelés nécessairement à toujours représenter le Canada et à jouer les matchs cruciaux, mais qui sont allés chercher de grosses victoires dans le passé et qui sont capables de faire la différence. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je regarde un peu le tirage, le tableau. Et encore une fois, je pense qu'on a le droit de rêver d'aller jusqu'au bout, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, dans ma tête à moi, en tout cas, c'est faisable. Moi, je rêve à une finale des filles la même journée que les gars jouent leur quart de finale. Donc, effectivement, on a le droit de rêver. Puis, je pense qu'on en parlait tantôt sur le podcast avec Hugues. On a des bonnes chances avec nos Canadiens et nos Canadiennes, qu'on a 2 très bonnes équipes. Donc, ça va être très intéressant à suivre d'ici. Ce sera la dernière présence de Rafael Nadal en carrière dans une compétition majeure. Rafael Nadal est un des plus grands champions de l'Omnium Banque Nationale, anciennement Coupe Rogers. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de Rafael Nadal? Ben, il y en a plusieurs. C'est vraiment un joueur qui m'a marqué, là. Je dirais autant du temps où, je jouais encore. Pour ceux qui s'en souviennent. J'étais encore sur les terrains que du temps, justement, où j'ai commencé à m'investir un peu plus au sein du comité organisateur du tournoi. Et pour moi, autant, évidemment, on va se rappeler de tout ce qu'il a fait sur le terrain, en commençant par ses chiffres, mais aussi sa manière de se comporter, de jouer. Je pense que c'était un modèle, évidemment, pour n'importe quel jeune. Lorsqu'on parle d'éthique de travail, lorsqu'on parle de vouloir remporter chaque point, et je pense qu'encore dans 20 ans, il n'y aura pas meilleur exemple à donner que celui de Rafael Nadal. Mais pour le tournoi, j'ai été particulièrement marquée, je pense, par justement sa manière de se comporter à l'extérieur des terrains. Il avait une reconnaissance qui était hors du commun. Quand je parle de reconnaissance, c'était en fait pour tous ceux qui œuvrent pour le tournoi. Donc, il était capable d'avoir un mot pour les bénévoles qu'il croisait. Il prenait vraiment le temps de s'intéresser à tout le monde et j'ai rarement vu quelqu'un agir de la sorte. Donc, champion sur le terrain, champion à l'extérieur du terrain aussi. Et c'est sûr que j'ai été marquée par ce fameux match qu'il a perdu, en fait, contre Denis Shapovalov en 2017. Moi-même, là, je vous avoue qu'à ce moment-là, je savais pas trop comment je me sentais. J'étais excitée pour Denis. J'étais triste parce que le tournoi perdait une de ses grandes têtes d'affiche en Rafael Nadal. Je me souviens qu'à ce moment-là, je pense qu'il pouvait prendre la première place mondiale. Bref, on avait un gâteau qui était prévu pour Rafael Nadal, que finalement on a mangé avec Denis après son match en fin de soirée. Mais je me souviens que malgré sa grande frustration, sa grande déception, justement, il s'est présenté en point de presse. La salle de presse était complètement vide parce que les journalistes n'avaient pas encore eu le temps de se rendre à la salle. Nadal était allé directement après le match. Et là, il regardait dans le vide et c'était tendu. Là. Il n'était pas content, je m'en souviens. J'étais dans la salle. Et finalement,
les journalistes sont arrivés et passés à travers son point de presse. Et malgré tout, il a pris la peine de serrer la main des deux gens qui étaient en charge de la transcription des conférences de presse en leur disant merci pour la semaine. S'est tourné vers moi, me remercie aussi. Donc, lorsque je parle justement de reconnaissance, de ne rien prendre pour acquis et d'appréciation finalement des gens autour de lui, ben c'était ça, Rafael Nadal. Merci une fois de plus à Valérie que vous reverrez dans l'épisode de fin de saison parce qu'on a parlé de différents sujets comme c'est le cas à chaque année avec Valérie. En plus de Valérie Tétrault, on a eu une disponibilité immédiate de Gabriel Diallo ce matin. Je vous invite à écouter ce qu'il avait à dire en prévision de la Coupe Davis. C'est toujours un honneur pour moi de représenter mon pays, ma nation. Cette nation a fait énormément pour moi, pour mon sport. Sans cette nation, j'aurais jamais vécu les beaux moments que j'ai vécu sur le terrain. Donc, je me sens toujours redevable, pardon, de participer aux événements par équipe comme ça. Et non, c'est même comme la première fois, j'ai toujours des papillons dans le ventre quand je me fais appeler pour aller jouer la Coupe Davis. Et Frank, le capitaine, a décidé de me prendre dans l'équipe. Donc, je suis très content et très reconnaissant. Le tournoi va venir quand même avec une grande attention sur la retraite de Rafael Nadal. Vous êtes possiblement à une victoire d'affronter l'Espagne finalement, si tout tombe en place. Comment tu t'apprêtes à gérer ça? Puis qu'est-ce qui a représenté pour toi Rafael Nadal? Nous, on va se concentrer, on va jouer un match à la fois, un set à la fois, un point à la fois. On a une tâche très lourde contre l'Allemagne, qui est une très bonne équipe, qui ont trois bons joueurs de simple et une très bonne équipe de double qui viennent de faire finale au US Open. Donc, on va mettre toute notre énergie sur ça. Et l'Espagne aussi, j'imagine, un match à jouer avant aussi contre les Pays-Bas. Donc, nous, on va y aller vraiment un match à la fois. Et si ça donne, ça donne. Mais pour en revenir à Rafael Nadal, oui, c'est sûr que c'est un emblème pour le sport. Je me rappelle encore en 2012 quand il avait joué sa finale contre Novak, même s'il avait perdu. C'est un match qui m'avait vraiment marqué. C'est le meilleur joueur de terre battue de tous les temps. C'est probablement un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Donc vraiment, il a marqué le sport, sa combativité, sa ténacité. A été exemplaire pour tous les jeunes joueurs qui l'ont regardé. Donc, il va laisser une trace dans le sport et ça sera une journée très triste quand il prendra sa retraite. Je m'excuse, je t'en repose une petite dernière, mais juste au sujet de la finale de 2012, justement, qu'est-ce qui a fait que ce match-là t'avait marqué? Je pense que j'ai regardé les highlights 25 fois, je pense, de ce match-là. Mes amis et moi, on essaie de reproduire les points clés du match. Non, je sais pas, c'est un match qui m'a marqué, mais c'était un match vraiment où le momentum, on savait pas jusqu'à la fin qui allait gagner le match. Je me rappelle que je l'avais regardé en live, puis après, comme j'ai dit, j'ai regardé les highlights. J'avais acheté le kit de Novak de Sergio Tacchini. Je jouais avec la raquette de Novak à l'époque, donc non, c'était vraiment, je sais pas, c'est un match qui m'a vraiment marqué parce que les deux vraiment, ils s'embarquaient dans des échanges exceptionnels. Et c'est un match qui non seulement marqué moi, mais l'histoire du tennis. Et merci beaucoup. Merci, Guillaume. Prochaine question, Benoît Baudouin. Salut Gabriel, Ben de RDS. Tu vas être une tête d'affiche, en fait un rôle un peu différent, un rôle un peu plus important peut-être pour cette finale de la Coupe Davis avec l'absence bien sûr de Félix Auger-Aliassime. La bonne nouvelle, c'est que tu joues le meilleur tennis de ta carrière. Donc, est-ce que tu es prêt à prendre plus de responsabilités en compagnie de Denis Shapovalov en Espagne? Oui, comme vous l'avez dit, je joue le meilleur tennis de ma carrière, donc ça c'est un positif, mais ça vient aussi avec plus de responsabilité, plus d'attente, plus de pression. Plus le classement monte, plus que les gens, ton pays, tes sponsors, tout le monde, même toi, t'attends plus de toi-même. Donc, je pense que ça va être quelque chose que je vais apprendre à gérer aussi. Et non, mais comme je l'ai dit précédemment, pour moi, la Coupe Davis, c'est toujours un tournoi spécial, c'est un tournoi différent. Je l'avais dit il y a un an, pour moi, le classement en Coupe Davis, ça n'a pas rapport parce qu'on voit toujours comme on l'avait fait, Alexis et moi, en Italie l'année dernière.
pense que pour la Coupe Davis, on peut mettre le classement de côté, mais c'est sûr que quand tu atteins un certain classement, ça vient avec plus de responsabilités, plus d'attentes, et on va tout faire pour se préparer pour bien performer. Malheureusement, ça a coupé un petit peu, mais je vais y aller avec une autre question. C'est un euh, tournoi où le momentum est important. Et là, de voir que toi, tu viens de faire une première finale le mois dernier et de voir que Dennis a gagné son premier tournoi en 2 ans, je pense, la semaine dernière, en tant qu'équipe, arriver là-bas avec ce niveau de confiance-là, à quel point ça peut faire une différence selon toi? Ben oui, ça fait toujours une différence parce que tu vas arriver dans des compétitions comme ça avec des bonnes sensations sur le terrain, physiquement aussi. Comme vous l'avez dit, je viens de rentrer dans le top 100, j'ai fait ma première finale. Denis vient de gagner euh, son deuxième tournoi dans sa carrière, donc c'est important pour qu'on arrive vraiment avec des bonnes sensations, avec un bon momentum. Mais après aussi, ça peut aussi lancer des momentum des joueurs qui peut-être sont pas sur une très bonne passe, jouent la Coupe Davis, jouent très bien et ensuite continuent ce momentum pour le reste de l'année. Donc, je pense que c'est toujours préférable d'avoir le momentum de ton côté. Et là, avec beaucoup de réussite, on l'a avec nous. Donc, on va essayer de le continuer jusqu'à Malaga. Merci, Gabriel. Bonne chance. Merci beaucoup. Mon cher Hugues, on approche de la fin de l'émission. Je te remercie infiniment. Je remercie Charlotte aussi qui est venue faire son tour en dépit d'un horaire particulièrement chargé. Et Hugues, c'est toi qui auras le mot de la fin. C'est vrai. Je te dis bon tennis, mon cher Alex. Bon tennis intérieur à tout le monde et bonne semaine.